Chapitre: Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale? Nous commencerons tout d'abord par définir, en introduction, ce qu'est l'inégalité, avant dans une première partie d'étudier l'évolution des inégalités. Est-ce qu'il y a eu plus ou moins d'inégalités au cours du XXe siècle? Dans une deuxième partie, nous nous demanderons s'il existe des inégalités acceptables, légitimes. Enfin, dans une troisième partie, nous étudierons l'action des pouvoirs publics, notamment de l'État, en matière de justice sociale. Commençons donc par définir ce qu'est une inégalité. Voici une définition à connaître par cœur. Une inégalité, c'est un déséquilibre dans la répartition d'une ressource rare et qui a de la valeur. Alors tout de suite, vous allez penser à l'argent, mais je vais vous surprendre, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a d'autres ressources, et notamment des ressources sociales. Et ces ressources sociales, lorsqu'elles sont réparties de manière déséquilibrée, de manière inégalitaire, on parle alors d'inégalité sociale. Voyons quelles sont ces inégalités sociales. Tout d'abord, des inégalités en matière de santé. En effet, selon votre catégorie socio-professionnelle, ouvrier ou cadre, ou selon votre revenu, votre espérance de vie ne sera pas la même. Il existe des écarts, des inégalités concernant la santé, une ressource rare. Effectivement, l'espérance de vie n'est pas illimitée. Deuxième type d'inégalité sociale, en matière d'emploi. L'emploi, c'est une ressource rare. Il y a du chômage, tout le monde n'a pas un emploi, et encore moins un emploi stable en CDI. Et encore une fois, le fait que l'on soit diplômé ou non, cadre ou ouvrier, cela se traduit par des inégalités en matière d'emploi. Exemple, les cadres ont moins de chances d'être au chômage que les ouvriers, et de la même manière, ceux qui sont peu diplômés, qui ont fait peu d'études, ont plus de chances d'être touchés par le chômage que ceux qui sont fortement diplômés. Enfin, dernier type d'inégalité sociale, en matière de scolaire, en matière de diplôme, on remarque encore une fois que certains réussissent à l'école, tandis que d'autres redoublent, abandonnent rapidement l'école sans diplôme, et que cela dépend en partie de l'origine sociale, du métier des parents, s'ils sont cadres ou ouvriers. Les enfants d'ouvriers connaissant des parcours scolaires avec des redoublements et des abandons précoces, plus que les enfants de cadres. Donc, premier type d'inégalité sociale, c'est lorsqu'il y a un déséquilibre entre des ressources sociales. Après avoir vu le déséquilibre dans la répartition de ressources sociales, intéressons-nous au déséquilibre dans la répartition de ressources économiques, ce qu'on appelle donc des inégalités économiques. Il en existe plusieurs. Tout d'abord, des inégalités en matière de revenus, ce que vous appelez argent. On va voir que je n'utiliserai presque pas le mot argent et que j'utiliserai des mots, des termes plus précis. Les revenus, en fait, ils sont plusieurs. Il y a tout d'abord les salaires. Et les salaires, ce contre quoi un individu travaille dans une entreprise, sa rémunération, varie en fonction de plein de critères, la profession, le diplôme et le secteur. Donc il y a des inégalités économiques déjà en termes de salaire, ce qu'on appelle des inégalités salariales. Mais ce n'est pas tout. Le revenu des individus ne se résume pas à leur salaire. Il y a aussi les revenus de la propriété, ce que vous oubliez et que vous mettez de côté. Lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, vous pouvez très bien la louer. Et si vous la louez, vous recevez chaque mois un loyer. C'est un revenu tiré de votre propriété, parce que vous êtes propriétaire. Les dividendes, c'est le deuxième type de revenu de la propriété, c'est lorsque vous possédez les actions d'une entreprise. Alors qu'est-ce que c'est? Une entreprise, lorsqu'elle commence à se développer, elle va demander des sommes, des fonds, de l'argent à des individus qui en ont, et en échange, elle leur donnera un pourcentage de ses bénéfices chaque année, ce qu'on appelle un dividende. Donc pareil, vous possédez une action, vous êtes propriétaire d'une action, vous êtes propriétaire finalement d'une partie de l'entreprise, vous avez en échange des dividendes. Et bien, ces deux revenus, les dividendes et les loyers, c'est des revenus de la propriété. Enfin, troisième type de revenus, les revenus de transfert. Allocation chômage, pension de retraite, allocation familiale, ce sont des revenus parfois qui vont remplacer les revenus du travail. Lorsque vous êtes au chômage, vous perdez votre salaire, il y a une allocation chômage qui va le remplacer. Ensuite, ce sont des aides sociales, allocations familiales, etc. en fonction des ressources des individus. Donc les revenus, vous voyez, je n'ai pas utilisé le terme argent, il y a les salaires, les revenus de la propriété, les revenus de transfert. Et concernant les différents revenus des individus, il peut exister des inégalités en fonction de leur situation. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que les revenus, il y a aussi le patrimoine. Et le patrimoine, c'est l'ensemble des biens souvent durables que possèdent les individus. On distingue le patrimoine immobilier, donc le fait de posséder des appartements, des maisons, mais aussi le patrimoine financier, le fait de posséder des actions, donc une partie de l'entreprise.
Et il peut donc exister des inégalités salariales, des inégalités de revenus, mais aussi des inégalités patrimoniales en termes de patrimoine. Nous venons donc de voir qu'il existe deux types d'inégalités. Tout d'abord, les inégalités sociales, liées à des ressources sociales, et ensuite des inégalités économiques liées aux ressources économiques. Nous allons maintenant voir que ces inégalités se cumulent les unes aux autres. Exemple. Parmi les inégalités sociales, je vous ai parlé des inégalités en matière scolaire. Certaines personnes vont sortir précocement du système scolaire sans diplôme, tandis que d'autres seront fortement diplômés. Donc il y a déjà une inégalité. Cette inégalité en termes de diplôme va se transformer en inégalité en matière d'emploi, car une personne fortement diplômée aura plus de chances de trouver un emploi qu'une personne peu diplômée qui, elle, connaîtra des périodes de chômage. Eh bien, on a une inégalité sociale qui génère une nouvelle inégalité sociale. Première inégalité en matière scolaire, le fait de ne pas être diplômé, se traduit par une inégalité dans l'accès à l'emploi, puisqu'une personne peu diplômée aura plus de chances d'être au chômage. Mais ce n'est pas tout. Ces deux inégalités sociales vont se transformer en inégalité économique. Quelqu'un qui est plus souvent au chômage ou qui ne trouve pas d'emploi aura des revenus plus faibles que quelqu'un qui est fortement diplômé et qui est un CDI. Donc les inégalités sociales se transforment aussi en inégalités économiques. Si vous avez compris là où je vais en venir, je vais encore donner un autre exemple. Le fait qu'une personne ait des revenus très faibles, cela peut jouer sur une autre ressource sociale, la santé. Et effectivement, il y a un lien entre espérance de vie et le revenu. Donc, je reprends. On a des inégalités scolaires qui vont se transformer en inégalités face à l'emploi, qui elles-mêmes vont se transformer en inégalités économiques parce que le revenu ne sera pas le même, et les inégalités économiques vont se transformer en inégalités en matière de santé. Vous voyez, les inégalités, en fait, sociales, peuvent se transformer et générer des inégalités économiques qui elles-mêmes vont générer des inégalités sociales. Dit autrement, les inégalités se cumulent, elles se renforcent les unes aux autres. Nous venons donc de voir que les inégalités pouvaient se cumuler, c'est-à-dire se renforcer les unes aux autres. Demandons-nous maintenant si les inégalités ne peuvent pas se transmettre entre générations. Dit autrement, est-ce que le fait que les parents possèdent de nombreuses ressources économiques et sociales, est-ce qu'elles ne vont pas se transmettre à leurs enfants? Dit autrement, est-ce que le fait qu'il y ait des inégalités dans une génération, celle des parents, est-ce que ces inégalités ne vont pas se transmettre à l'autre génération, celle des enfants? Prenons un premier cas, celui de parents aux revenus faibles, donc des parents qui ont des ressources économiques faibles, peu de revenus, peut-être sont-ils pauvres. Et pourtant, lorsqu'on regarde et qu'on étudie ce que sont devenus leurs enfants, on pourrait très bien avoir des enfants qui ont des revenus élevés une fois devenus adultes. On considère et on constate alors qu'il n'y a aucun lien statistique entre les revenus des parents et celui des enfants. Il n'y a aucune corrélation. Les revenus des parents n'influencent pas tant que ça les revenus de leurs enfants devenus adultes. On a un indicateur qui nous permet de calculer cela, c'est l'élasticité intergénérationnelle des revenus. Dans mon cas, elle est faible, parce que vous pouvez très bien venir d'un milieu modeste et vous-même devenir plutôt aisé. Cela s'appelle la mobilité sociale, le fait de pouvoir s'élever dans la structure sociale, dans la société, de venir de parents qui ont des revenus modestes et soi-même avoir des revenus confortables. Mais ce n'est pas toujours le cas. On pourrait avoir le cas où les parents ont des revenus élevés et les enfants également auront des revenus élevés. La situation inverse, ce serait des parents aux revenus faibles et les enfants aussi ont des revenus faibles. Là, cette fois, on constate qu'il y a un lien statistique assez fort entre les revenus d'une génération et les revenus de l'autre génération. Il y a un lien, une corrélation entre les revenus des parents et les revenus des enfants. Cette fois, mon indicateur, l'élasticité intergénérationnelle des revenus, elle est forte. Et on parle non pas de mobilité sociale, mais de reproduction sociale, c'est-à-dire qu'on reproduit le statut et le revenu de ses parents. Cet indicateur, l'élasticité intergénérationnelle des revenus, en fait, va de 0 à 1. Lorsqu'elle est faible et qu'elle est égale à 0, on a une mobilité sociale parfaite. Il n'y a pas de lien entre les revenus des parents et le revenu des enfants. Lorsque cette élasticité est de 1, il y a un lien très fort entre le revenu des parents et celui des enfants. À titre d'exemple, le Danemark a une élasticité de 0,15, la France de 0,5 et le Chili de 0,67. Cela signifie qu'il y a plus de mobilité sociale au Danemark qu'au Chili.